1 million d'insectes qui ne semblent faire qu'un. Quand les fourmis s'unissent, les individus s'effacent et la colonie agit comme une entité unique. C'est ce que les scientifiques appellent un superorganisme. Il respire et il se reproduit comme un seul organisme. En fait, son comportement rappelle celui du corps humain. Certaines fourmis sont ainsi devenues des superpuissances mondiales. Des puces électroniques permettent d'analyser comment des millions de cerveaux minuscules parviennent à une telle synchronisation. Et pour mieux comprendre, il faut s'immerger au cœur de cette société secrète. Sous mes pieds se trouve une colonie composée de millions d'ouvrières qui travaillent toutes ensemble. On voit alors comment les fourmis transforment une multitude d'individus en une seule créature gigantesque. La forêt pluviale en Amérique centrale. Une horde de fourmis légionnaires est en marche. Sans pitié, elle dévore tout sur son passage. Ces fourmis constituent un collectif redoutable qui se déplace et chasse comme un prédateur unique et particulièrement vorace. Poussé à l'extrême, ce comportement social donne naissance à quelque chose qui le transcende. Un superorganisme. C'est le terme qu'emploient les biologistes quand les membres d'un groupe entretiennent des liens si étroits qu'ils agissent comme une entité autonome. Le concept de superorganisme signifie qu'au lieu de considérer la colonie comme un ensemble d'organismes séparés, on la voit comme un organisme unique, où chaque fourmi fonctionne un peu comme une des cellules de notre corps. Et dans certains cas, l'insecte est spécialisé dans certaines tâches, comme le sont nos tissus et nos organes. Cette capacité à travailler ensemble fait la grande force des fourmis. Mais comment sont-elles arrivées à une organisation aussi bien réglée? Comment tous ces esprits fusionnent-ils en un seul? Que ce genre de comportement soit possible est déjà incroyable. Chaque fourmi pourrait très bien agir comme un individu et mener sa vie de son côté. Pourtant, aucune ne le fait. Elles continuent à vivre au sein de cette société. Comprendre pourquoi les fourmis font ce choix est capital. Aujourd'hui, les scientifiques disposent d'un nouvel outil, la Frankencam. Une caméra à optique macro, commandée à distance, qui permet de filmer les fourmis de très près. Les images ainsi obtenues révèlent des comportements invisibles à l'œil nu. À la Smithsonian Institution de Washington, Ted Schultz s'occupe d'une des plus grandes collections de fourmis au monde. On a recensé environ 12 000 espèces de fourmis, mais on ignore presque tout de la grande majorité de ces espèces sur le plan biologique. Les biologistes ne classent pas tous les mêmes espèces dans la catégorie des superorganismes. Mais ils sont au moins tous d'accord sur un point. Toutes les fourmis sont des animaux profondément sociaux. Ce trait de caractère est apparu chez elles il y a 130 millions d'années, quand elles ont évolué à partir d'un autre insecte bien connu. À la base, les fourmis sont des guêpes, comme la guêpe commune ou le frelon par exemple. Ce qui les différencie, c'est qu'en évoluant, elles sont devenues sociales. Voici une guêpe non sociale et une fourmi sociale, Paraponera clavata.
Paraponera clavata ressemble toujours beaucoup à sa cousine, la guêpe. Comme presque toutes les fourmis dans une colonie, cette ouvrière est une femelle. Elle possède la même forme et les mêmes attributs que la plupart de ses congénères. Un corps en 3 segments contenu dans un exosquelette. De grandes mandibules puissantes pour se défendre et soulever de lourdes charges. Des glandes odoriférantes qui émettent des phéromones, le secret de la communication des fourmis. Et des antennes couvertes de terminaisons nerveuses qui assurent à la fois l'odorat et le toucher. C'est l'équipement idéal pour un insecte très communautaire. Mais Paraponera clavata ne pousse pas très loin la vie en communauté. Les colonies sont de petite taille et chaque ouvrière peut chasser individuellement. Cette fourmi ne mesure que 2,5 cm de long, mais n'hésite pas à s'attaquer seule à une proie. Le destin des colonies de cette espèce dépend en partie de la force de chaque individu. En Inde, les fourmis sauteuses ont également une vie sociale réduite au minimum. Ici, coopération et rivalité sont aussi nécessaires l'une que l'autre. Les femelles ouvrières gèrent le quotidien. Elles sont toutes nées de la même mère, la reine. Chez cette espèce, rien ne distingue la reine de sa progéniture. Quand elle meurt, n'importe quelle autre fourmi peut prendre sa place. Mais la prétendante doit mériter sa couronne et remporter une série de joutes contre ses sœurs. La plus persévérante et vigoureuse d'entre elles devient la nouvelle reine. L'ambition individuelle permet le développement de la colonie. Ce système fonctionne parce que le groupe est petit. Il compte moins d'une centaine d'ouvrières. Mais un véritable superorganisme nécessite une population beaucoup plus nombreuse. Pour cela, les ouvrières doivent mettre de côté leur individualisme. C'est ce qu'ont fait ces fourmis à longues pattes, ce qui leur a permis de former une société beaucoup plus étendue et de devenir une des fourmis les plus répandues dans les déserts d'Amérique du Nord. La spécialité du biologiste Alex Wild est le catalogage des espèces de fourmis. Ces fourmis sont des Aphaenogastères cockerelli. Elles sont très communes dans le désert de Sonora. Elles ont de très longues pattes et sont très rapides. Leur tactique est la suivante. Elles repèrent un insecte dans le désert et le rapportent à la fourmilière avant qu'un autre animal ait pu s'en emparer. Une caméra endoscopique révèle une colonie complexe. Une sorte de village souterrain peuplé de 3000 ouvrières avec tout un réseau de galeries qui mènent à différentes salles. Au cœur de la colonie réside la reine. Elle ressemble à ses dames de compagnie, mais elle est nettement plus grande. C'est le premier indice d'un système de caste dans lequel des fourmis de morphologie différente accomplissent des tâches différentes. Cela aboutit à un système plus organisé, mais il y a un prix à payer. Les ouvrières doivent abandonner toute ambition de devenir reines. Chez les fourmis, toute la difficulté est d'arriver à ce que les ouvrières renoncent à leur propre reproduction pour servir la colonie et aider la reine à se reproduire. Les ouvrières n'obéissent pas toujours à la règle.
Chacune est capable de se reproduire, si elle l'ose. Pour les autres fourmis, c'est perçu comme une trahison. Ça affaiblit la cohésion de la colonie. Cette ouvrière se prépare à pondre des œufs. Mais à cause des changements dans son organisme, elle émet désormais une odeur révélatrice. Un tel signe de rébellion doit être réprimé. Ses sœurs la plaquent au sol, sans lui faire de mal. Ensuite, une fourmi l'examine pour évaluer sa fécondité. Au bout d'une période qui peut aller jusqu'à 3 jours, ses ovaires diminuent et ses geôlières la relâchent. Quand une ouvrière décide égoïstement de pondre des œufs, c'est un cancer pour le superorganisme. Une colonie de fourmis est dotée d'une sorte de système immunitaire contre l'insurrection. La colonie neutralise les contrevenantes, un peu comme les défenses naturelles de notre corps attaquent les cellules cancéreuses. La crise a été évitée et les ouvrières peuvent se remettre à chercher de quoi manger. Les Aphaenogaster coquerelli cherchent généralement de la nourriture la nuit. Mais à l'approche de l'aube, un nouveau problème se pose. Des voisines, mieux armées et mieux organisées, convoitent les mêmes sources de protéines. Voilà qui va entraîner l'affrontement de 2 civilisations. C'est cette graine de Prosopis qui a déclenché la bataille entre les 2 clans. D'un côté, une division d'infanterie d'Aphaenogaster coquerelli. Et de l'autre, l'artillerie lourde. Des fourmis rouges moissonneuses qui appartiennent à l'espèce Pogonomyrmex barbatus. Elles sont dotées d'un aiguillon qui injecte un venin très puissant. Tout au long de la matinée, des fourmis moissonneuses affluent en renfort. Elles obligent les Aphaenogaster coquerelli à battre en retraite. Le secret de la victoire des fourmis rouges moissonneuses ne réside pas dans leur armement, mais dans leur nombre et leur organisation. Voilà tout l'avantage de se trouver un cran plus haut dans la hiérarchie des superorganismes. Mais cela n'est possible qu'au prix d'un sacrifice important. Chez les fourmis rouges moissonneuses, toutes les ouvrières sont stériles. À la différence des Aphaenogaster coquerelli, cette colonie de fourmis rouges moissonneuses constitue selon moi un superorganisme. Je dis ça parce que ces ouvrières sont incapables de se reproduire. Leur avenir génétique dépend entièrement de la reine. Les ouvrières ne contribuent en rien à la génération suivante. Cette incapacité à se reproduire directement fait qu'elles fonctionnent comme les cellules d'un organisme plus large. Les fourmis rouges moissonneuses oublient leur intérêt personnel et se dévouent corps et âme à la colonie. Elles élèvent leurs sœurs ouvrières et aussi un couvain très particulier qui n'éclot qu'une seule fois par an. Il s'agit en fait de la génération suivante, des reines et des mâles, tous porteurs d'ailes. La colonie se reproduit en se reformant à distance, comme un arbre qui sème son pollen au vent. Grâce à leurs ailes, un cadeau temporaire qui leur vient de leurs ancêtres les guêpes, ces nouvelles fourmis partent loin de leur nid.
Certaines s'établissent au fin fond du désert de l'Arizona. Mais d'autres s'installent en plein centre-ville. Enfin, plus exactement, ce sont les hommes qui ont eu la malencontreuse idée de bâtir une ville comme Tucson en plein sur un terrier de fourmis moissonneuses. Au cœur des villes, sous nos pieds, il existe des millions de civilisations de fourmis. On ne les voit pas parce qu'elles sont minuscules. Mais dans n'importe quelle rue, il y a des dizaines, des centaines, voire des milliers de colonies qui vaquent à leurs occupations, sans se soucier de nous le moins du monde. Les fourmis moissonneuses débordent d'activité. Comme elles n'ont plus à se soucier de reproduction, les ouvrières passent tout leur temps à travailler. Et ici, on applique la division du travail. C'est plus organisé que ça n'en a l'air. D'abord, il y a les ouvrières chargées de l'entretien de la fourmilière. Elles ramassent et déplacent de petits cailloux. Ensuite, il y a les patrouilleuses qui vont et viennent, et les fourrageuses qui cherchent à manger. Les ouvrières ne reçoivent pas leurs ordres de la reine. Elles s'organisent entre elles. On ne pense pas que les fourmis se reconnaissent entre elles. Elles ne se disent pas « Tiens, voilà Frank, Bob ou Suzy ». Mais elles savent parfaitement compter. Celles qui sont à l'entrée évaluent le nombre de fourmis qui retournent à la fourmilière. Et en plus, grâce à son odeur, elles savent quelle tâche effectue chaque fourmi. Les fourrageuses ont une odeur différente de celle des nettoyeuses ou de celle des gardes. En évaluant à quel rythme les fourrageuses rentrent, les autres savent qu'elles doivent sortir, si beaucoup de fourrageuses sont déjà rentrées, ou bien rester là, si c'est l'inverse. C'est donc à l'individu de décider quelle tâche il doit accomplir. Mais un superorganisme ne prend pas que des décisions aussi simples. Il doit aussi faire face à des problèmes qui affectent l'ensemble du groupe, comme décider à quel endroit se réimplanter ou comment gérer la production de nourriture. C'est une question qui continue à intriguer les scientifiques. Comment un groupe de fourmis réussit-il à se mettre d'accord ? Les fourmis semblent suivre un chef. Mais en réalité, il n'y a pas de figure dirigeante. Au quotidien, ce sont les ouvrières qui commandent. Et les décisions viennent de la base. Ce sont les ouvrières qui savent ce qu'il faut faire. Mais ça ne nous avance pas pour savoir comment elles se mettent d'accord. Nigel Franks veut savoir comment les fourmis prennent des décisions. Pour ce faire, il a enrôlé de tout petits assistants de laboratoire. Toutes les fourmis de Nigel ont été équipées d'une puce électronique. Ces puces sont fantastiques. Elles sont vraiment minuscules. On peut les coller sur le dos d'une fourmi qui fait à peine 2 mm de long. Et comme ça, on peut identifier chaque fourmi. Nigel peut ainsi savoir quelles fourmis recueillent des informations, comment elles les transmettent et comment l'ensemble du groupe arrive à un consensus. Pour l'instant, ces fourmis mènent une vie paisible dans un nid de carton et de verre. Mais quand cette fourmilière sera détruite, comment vont-elles décider où aller ? Voici l'ancienne fourmilière. Je la détruis en enlevant cette plaque qui est dessus. Là, je suis sûr qu'elles sont très en colère. Elles n'ont plus d'endroit où vivre. Elles vont devoir aller s'installer ailleurs. À l'autre bout du plateau, on leur propose un site de mauvaise qualité, ici, et un site de très bonne qualité, là-bas. Les fourmis inspectent les deux emplacements possibles. À chaque fois qu'un insecte entre ou sort d'un des deux nids potentiels, un rayon laser enregistre son passage.
Cette fourmi a découvert le meilleur site de nidification. Elle retourne à l'ancienne fourmilière pour rendre compte de sa trouvaille. Ses antennes en effleurent d'autres. Et son corps émet des phéromones, un signal chimique. Une autre fourmi reçoit le message « Viens voir ça ». Elles opèrent une forme spécifique de recrutement qu'on appelle le déplacement en tandem. Une fourmi sert de guide à une seule de ses compagnes. On a réussi à montrer que ce déplacement en tandem est une forme d'enseignement. C'est la première fois qu'on peut établir l'existence d'un enseignement chez une espèce autre que l'espèce humaine. Les fourmis sont vraiment exceptionnelles. Les fourmis qui ont trouvé le site le moins propice font visiblement un rapport moins enthousiaste. Elles n'organisent pas autant de déplacements en tandem. D'après Nigel Franks, chaque fourmi connaît les critères essentiels d'un bon emplacement. Elles recrutent le plus possible de leurs congénères pour aller voir le site qu'elles préfèrent. Et au final, la colonie tout entière est convaincue. En l'espace d'1 heure, toute la colonie a déménagé. On pourrait traduire ça par « Je ne suis pas la seule à trouver que ça ferait un bon endroit pour une fourmilière, toutes mes copines sont du même avis. » Donc, ne pas se baser sur une seule opinion, mais sur l'avis du plus grand nombre, leur permet d'arriver à des décisions beaucoup plus justes. L'expérience de Nigel Franks prouve que la prise de décision n'est ni automatique, ni autoritaire. Elles votent avec leurs pattes. Elles choisissent le site où établir leur nid en l'occupant et en influençant leurs copines. Ce type de recrutement convient très bien pour une petite fourmilière. Mais d'autres fourmis ont développé des réseaux de communication plus sophistiqués afin de bâtir des sociétés gigantesques. Les fourmis légionnaires d'Amérique centrale sont une force parfaitement organisée qui se déplace en permanence. Sean O'Donnell étudie toutes les fourmis dans cette forêt du Costa Rica. Mais les légionnaires sont vraiment ce qui se fait de mieux. C'est un des meilleurs exemples de super-organismes qu'on connaisse. Ces fourmis comptent parmi les plus grosses colonies d'insectes sociaux, toutes espèces confondues. Dans tout ce qu'elles accomplissent, elles font preuve d'un incroyable niveau de coordination et de communication. Et elles agissent avec une puissance, voire avec une férocité quasiment sans égale dans le règne animal. Face à ce torrent de fourmis, il est difficile d'avoir une vision précise. Mais grâce à la Frankencam télécommandée, il devient possible de suivre les déplacements de la colonne. Cette caméra peut accomplir des mouvements très variés. On peut suivre les fourmis comme si on les survolait et saisir leur comportement jusque dans les moindres détails. De près, il devient évident que les fourmis accomplissent en fait des tâches spécialisées. Dans une colonie de fourmis légionnaires, des ouvrières de taille et de formes différentes remplissent des fonctions différentes. Ces ouvrières appartiennent à des castes différentes. D'imposantes fourmis-soldats armées de mandibules menaçantes montent la garde, tandis que des fourrageuses plus petites explorent la forêt. Elles sont les bras et les jambes du super-organisme à la recherche d'un bon repas. Voici l'un des spectacles les plus extraordinaires de cette forêt. Un raid de fourmis légionnaires. Des cohortes de soldats quittent le bivouac depuis 6h30 ce matin. La fourmi légionnaire est pratiquement aveugle. Elle ne sait donc pas vraiment où elle va. Mais à chaque pas, elle engrange des informations. L'humidité, les vibrations, l'odeur de la proie,
sont autant de données auxquelles elle réagit. Et elle laisse derrière elle un signal chimique à l'intention de ses congénères. Elles sont en interaction presque permanente. Elles suivent des traces chimiques laissées par leurs congénères et restent proches les unes des autres. Très régulièrement, une fourmi en touche une autre quand elle sillonne la forêt. C'est un réseau presque aussi complexe que celui des synapses dans le cerveau humain qui guide la multitude vers sa cible. Le groupe n'hésite pas à s'attaquer à des insectes de grande taille. À l'aide de leur dard, les fourmis injectent des enzymes digestives qui liquéfient les tissus. La proie se désagrège. Elle est alors découpée en petits morceaux plus faciles à transporter. Les fourmis légionnaires n'ont pas à proprement parler de nid. Celui-ci est en fait constitué d'une multitude grouillante d'individus. Pendant 2 semaines, la colonie s'est fixée ici, le temps que la reine ponde ses œufs. Mais maintenant, il s'agit de trouver un nouveau terrain de chasse. Ce qui n'est pas une mince affaire du point de vue de l'organisation. Juste avant le crépuscule, le superorganisme commence à s'agiter. L'énorme colonie de fourmis légionnaires se met en marche. La reine n'émerge que quand la plupart des fourmis ont accompli le trajet. Il lui suffit alors de suivre la piste. Les fourmis responsables du couvain acheminent délicatement les larves. En une seule nuit, la colonie peut parcourir plus d'une centaine de mètres. Des éclaireuses ont déjà choisi un site pour le nouveau campement. Elles commencent à se tenir par les pattes. Quand elles arrivent, les autres fourmis se joignent à la chaîne. Le corps, jusque-là fluide du superorganisme, forme peu à peu une coquille autour de la reine et du couvain. 500 000 cellules deviennent la peau et le squelette d'un géant endormi. Cette colonie de fourmis légionnaires constitue un excellent exemple des grands superorganismes de notre planète. Mais cette forêt abrite une autre société constituée de fourmis. Une société encore plus complexe, mais beaucoup plus pacifique. Voici une colonne de fourmis coupeuses de feuilles. Si les fourmis légionnaires agissent comme un gigantesque prédateur, celles-ci se comportent comme un herbivore géant. Des millions de fourmis nées de la même reine sont toutes au service d'une énorme colonie. C'est surprenant de voir une telle clairière dans la forêt, mais c'est le résultat du travail des fourmis coupeuses de feuilles. Ce qu'on voit ici, c'est la surface d'une immense fourmilière. Toute cette terre a été retournée par des millions d'ouvrières qui sont actuellement juste sous mes pieds. Sous le sol s'étend une cité de plusieurs mètres de long.
vaste réseau d'artères relie des centaines de chambres. Chaque salle a une fonction spécifique. Et chaque fourmi a une tâche spécifique à accomplir. Les coupeuses de feuilles constituent la main-d'œuvre la plus spécialisée qu'on connaisse chez les fourmis. Cette toiletteuse est minuscule par rapport à sa sœur chargée de la cueillette des feuilles. La plupart de ces fourmis passent toute leur vie sous terre. Mais pour nourrir la colonie, certaines doivent s'aventurer au dehors. Les éclaireuses sont les yeux de ce super-organisme. Elles cherchent des feuilles appétissantes, puis laissent une piste odorante qui guidera la bouche du super-organisme. La bouche de ce super-organisme est constituée par les dizaines de milliers de fourmis fourrageuses qui découpent des feuilles et les rapportent à la fourmilière. On n'a pas affaire à un organisme doté d'une seule bouche. Dans une colonie de fourmis coupeuses de feuilles, il y a des dizaines de milliers de bouches qui peuvent couvrir une très grande superficie. De grosses fourmis fourrageuses sectionnent les feuilles en morceaux transportables. Pendant ce temps, de petites contrôleuses qualité vérifient que les feuilles ne sont pas porteuses de bactéries nocives. Ensuite, les fourrageuses chargent leurs morceaux de feuilles sur leur dos. Puis elles les transportent jusque dans les entrailles de la fourmilière. Ces feuilles ne sont pas destinées aux fourmis elles-mêmes. Elles servent d'engrais pour un jardin souterrain où on trouve des champignons qui ne poussent nulle part ailleurs. Les champignons poussent grâce aux feuilles et les fourmis se nourrissent des champignons. Ces fourmis sont donc des cultivatrices qui ont mis au point un système d'agriculture 50 millions d'années avant les êtres humains. Et si on considère la colonie comme un super-organisme, les champignons font partie du système digestif. Ils transforment les feuilles en une substance que les cellules, autrement dit les fourmis, peuvent assimiler. Chaque jour, elles prélèvent autant de végétation dans la nature qu'une vache adulte. Et les champignons digèrent des substances qui autrement seraient inassimilables par les fourmis. Ils les transforment en nourriture qui leur convient. Chaque champignonnière peut atteindre la taille d'une laitue et peser environ 500 grammes. Une colonie de fourmis peut en cultiver plus d'une centaine. Mais qui dit système digestif, dit déchets solides à évacuer. Pour éviter la prolifération de parasites dans la champignonnière, il y a une caste qui s'occupe spécifiquement de morceler les déchets et de les transporter jusqu'à une décharge.
Ici, au laboratoire, nous avons donné aux fourmis un espace dans lequel elles viennent jeter tous les détritus générés par la champignonnière. Les ouvrières affectées à ces basses besognes sont condamnées à rester dans les entrailles de la cité. Fourrageuses, cultivatrices, ramasseuses d'ordures, toutes ces fourmis font partie d'un même métabolisme. Une société aussi bien organisée n'est possible que grâce à une coopération totale. Les fourmis coopèrent parce qu'elles reconnaissent dans leurs compagnes des membres du même organisme reproducteur. Qu'il s'agisse d'une société complexe de coupeuses de feuilles ou de colonies plus petites, comme celle des fourmis moissonneuses, les membres d'un même nid œuvrent pour le bien commun. Mais si elles appartiennent à deux fourmilières différentes, les fourmis sont alors des ennemis mortels, même si elles appartiennent à la même espèce. Cette concurrence contribue à maintenir l'équilibre de la population des fourmis. Pourtant, certaines fourmis sont parvenues à outrepasser cette règle. Elles ont établi des traités de paix et elles ont fusionné des super-organismes afin de créer des super-colonies qui pourraient littéralement conquérir la planète. Cette rue tranquille de Barcelone est le siège d'une véritable invasion. Minuscule, modeste et impossible à arrêter dans son élan, voici la fourmi d'Argentine. Comme son nom l'indique, elle est originaire d'Amérique du Sud. Mais si elle est devenue la fourmi la plus largement répandue sur Terre, c'est aussi un peu grâce à l'homme. Elles ont quitté leur patrie à bord de cargos de marchandises et ont atteint l'Europe, l'Amérique du Nord et même le Japon ou la Nouvelle-Zélande. Dans ces nouveaux lieux, elles jouissent d'un habitat idéal dénué de prédateurs naturels. Elles n'auraient cependant pas pu aller aussi loin, ni aussi vite, sans une stratégie parfaitement adaptée. Au lieu de se combattre, les colonies voisines unissent leurs forces. Le biologiste Javier Espalader cherche à comprendre comment ces accords de paix s'établissent. Il arpente les villes d'Espagne et recueille des fourmis qui appartiennent à des colonies distantes de plusieurs kilomètres. Ensuite, dans son laboratoire, il les soumet à ce qu'il appelle un test d'agressivité. Voyons si elles se battent ou pas. Quand elles se rencontrent, les fourmis s'identifient par l'odeur. Ces deux spécimens proviennent de deux colonies distantes de plusieurs kilomètres. Elles devraient avoir des odeurs différentes et se percevoir comme des ennemis. Ces deux fourmis, qui appartiennent à deux populations différentes, ne se battent pas. Elles se rapprochent, entrent en contact par leurs antennes, mais ne se battent pas. Pour certains scientifiques, cette absence d'agressivité s'explique par une modification génétique qui s'est produite après leur départ d'Argentine et qui a affaibli leur faculté d'identification. Le message qu'elles envoient est clair. Elles font toutes partie de la même supercolonie. Des millions de colonies de fourmis d'Argentine se comportent donc comme si elles ne formaient en fait qu'une seule et même entité. Cette supercolonie s'étend déjà sur 6000 km le long de la côte méditerranéenne. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a des milliards de fourmis dans cette immense supercolonie qui est disséminée sur toute la planète.
On trouve au Japon, en Californie et en Europe des fourmis qui appartiennent toutes à la même supercolonie. Mais depuis quelque temps, un ennemi menace. Il s'agit d'une supercolonie de fourmis d'Argentine qui joue les parvenus. Javier est en plein No Man's Land, ou plutôt No Fourmis Land. Il y a peut-être des fourmis de l'autre supercolonie, de l'autre côté de la rue. Je vais chercher une piste, voir si elles ont nidifié ici et faire un test d'agressivité. Personne ne sait vraiment d'où vient cette nouvelle supercolonie. Peut-être d'une autre région d'Amérique du Sud. De retour au labo, Javier procède à un nouveau test d'agressivité. Ces deux individus appartiennent à deux fourmilières installées de part et d'autre d'une même rue. Mais leur odeur respective est légèrement différente. Elles s'identifient donc immédiatement comme ennemies. Dans ce genre de combat, il n'y a pas de vainqueur. Un jour, peut-être, la supercolonie numéro 1 éliminera sa rivale. Ou bien d'autres colonies ennemies feront leur apparition. Même à si grande échelle, l'équilibre des pouvoirs est fragile. En Amérique du Nord, une autre fourmi a mis au point ce qui est peut-être une meilleure stratégie de colonisation à long terme. La fourmi de feu ne se contente pas de former une armée de colonies alliées. Les fourmis de cette espèce sont capables de se fondre en une seule fourmilière avec une seule reine et de devenir un gigantesque superorganisme. Originaires d'Amérique du Sud, les fourmis de feu ont été introduites aux États-Unis. Elles se sont propagées comme un véritable fléau, envahissant les habitations et attaquant le bétail. Elles disposent de tous les avantages d'un superorganisme de pointe. Des ouvrières stériles, une main-d'œuvre organisée de façon systématique et un réseau de communication chimique. Elles ont aussi largement bénéficié de l'aide des humains. Nous sommes ici au centre de la Floride, dans un habitat qui serait hostile à la plupart des animaux. Mais les fourmis de feu excellent dans la colonisation de lieux qui ont subi de tels bouleversements. Le biologiste Walter Tschinkel pense qu'elles ont déjà pris possession de cet endroit. Quand on transforme une forêt de cette région en parc de stationnement, en pelouse ou d'autres types d'espaces ouverts, on crée en fait un habitat idéal pour la fourmi de feu. Cet endroit attirera des reines par milliers et chacune fondera une colonie. L'invasion commence comme n'importe quelle colonisation par n'importe quelle espèce de fourmi. Cette reine vient de s'accoupler avec un mâle. Elle va creuser un terrier, pondre ses œufs et commencer à élever une famille d'ouvrières. Mais la ressemblance s'arrête là. Trois semaines après l'accouplement, la jeune reine a posé les fondations d'une colonie. Et si elle ne perd pas de temps, elle pourrait bâtir un empire. La première génération est composée d'ouvrières de toute petite taille, les minimes. Elles doivent immédiatement s'occuper de la génération suivante. Mais la reine est affamée. Heureusement pour elle, les fourmis de feu savent comment trouver de quoi la nourrir. Il faut dire que la reine n'est pas difficile. Tout lui convient. Quand une fourrageuse trouve quelque chose d'intéressant, elle se dépêche de rentrer à la fourmilière en prenant soin de laisser une piste de phéromones.
À son arrivée, le mélange de phéromones et d'odeurs de nourriture donne aux autres fourmis le signal du départ. Des douzaines d'entre elles se précipitent sur la piste ainsi marquée pour s'emparer de la proie au plus vite. Mais il n'y a pas que la nourriture qui les intéresse. En chemin, elles tombent sur le nid d'une autre reine de fourmis de feu. Elles entrent sans se faire prier. Ce n'est pas une guerre, c'est un enlèvement d'enfants en masse. Ce que les biologistes appellent un pillage de couvain. Les fourmis emportent les larves jusqu'à leur propre fourmilière. Quand la colonie attaquée comprend que la partie est perdue, les ouvrières de cette dernière rejoignent les rangs des plus forts. Même la reine vaincue suit la piste odorante de ses enfants et rejoint les vainqueurs. Si la fourmilière en devenir était autorisée à se développer, elle finirait par entrer en compétition avec la plus forte, ce qui serait mauvais pour les deux. Au lieu de cela, la fourmilière principale s'est juste agrandie. Chez leurs ravisseuses, les œufs kidnappés éclosent. Les larves deviendront des fourmis adultes qui feront partie de la famille. C'est un processus dynamique très complexe qui peut durer de quelques jours à plusieurs semaines. J'ai vu un raid qui a duré un mois entier et qui a touché au moins 80 fourmilières. Après de nombreux raids, la fourmilière regorge d'ouvrières et comporte plusieurs reines qui pondent toutes des œufs. La colonie grandit de façon exponentielle. Tout semble paisible. Mais c'est le calme avant la tempête. Dès que les ouvrières ont été engendrées, les reines entrent en concurrence. Toutes ces reines qui se battent, c'est mauvais pour le développement de la fourmilière. Alors, pour le bien de la colonie, les ouvrières se rebellent. Elles décident quelle reine aura le droit de se reproduire pour elles et n'hésitent pas à s'en prendre à leur propre mère. Les reines rejetées connaissent la fin des monarques déchus, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. Au terme de ce processus, les fourmis de feu de douzaines de colonies différentes se rassemblent autour d'une seule reine, formant un super-organisme par excellence. Grâce à cette stratégie, les fourmis de feu peuvent s'emparer de nouveaux territoires et se propagent si vite qu'il est impossible de les contenir. Si l'homme a un problème avec les fourmis, c'est lui-même qui l'a créé. Les sociétés de fourmis sont régies par deux mots d'ordre, efficacité et expansion. Ces insectes sont destinés à dominer leur environnement. Que ce soit une rue en pleine ville, une forêt vierge ou un désert. Et pour nous, c'est une chance. Une étude menée à l'est du continent nord-américain montre que les insectes qui tombent sur le sol de la forêt disparaissent en moins de 3 minutes et que 100% d'entre eux sont emportés par des fourmis. Presque tout est recyclé par des fourmis à un moment ou à un autre. Elles sont extrêmement importantes. La planète dont nous avons hérité était déjà entretenue par les fourmis. Il est facile de les oublier parce qu'elles sont partout. Mais si elles sont partout, c'est parce qu'elles ont un extraordinaire talent. Unir des millions de cerveaux pour qu'ils ne fassent plus qu'un.